je casse un petit peu les codes avec mon top vert, dont du noir et du blanc essentiellement, mais je compte bel et bien respecter l'ADN de cette émission, à savoir l'infotainment à 100%, et évidemment que serait cette émission sans son contenu fétiche. J'ai dit bonsoir, hein, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. On va commencer comme ça de toute façon. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, un petit peu comme cette couleur voilà, qui en jette. Ce soir, on parle santé essentiellement. On parle que santé. Oui. On parle que santé. On parle santé au sein de l'UNJCI, évidemment, qui ne va pas bien du tout. Vous êtes un petit peu à l'agonie en ce moment. Il y a une crise, littéralement. Il faut vous passer sur le billard. Je ne sais pas, il faut sortir le bistouri, il faut faire une opération, il faut vous faire une chirurgie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a urgence au niveau de l'UNJCI. Et le jeudi dernier, on recevait Franck Etienne, candidat déclaré à la présidence de l'UNJCI, qui a tenu des propos, qui a répondu à une interview assez enrichissante. Interview dans laquelle vous avez trouvé des points de désaccord quand même. Je rappelle Félix Bonny, vous êtes directeur de campagne de Marie-Laure Ungoran. Première femme candidate à une élection présidentielle de l'UNJCI, c'est important de le rappeler ça, non? Très important quand même, hein, oui. On est dans le mois de mars. mars. Même si on a déjà eu une femme qui a présidé l'UNJCI, mais juste c'était l'intérim. Ouais, j'en étais le secrétaire général à cette époque. Ouais. Ça s'est bien passé? Comment ça a été pour une femme de gérer ça très rapidement? Alors, mais moi, j'aime pas trop quand on parle d'une femme, parce qu'une femme, elle a le même cerveau que les hommes. Donc pour moi... je suis un Ifochi, donc pour moi, les femmes... Il faut revenir sur l'expérience, parce que justement, comme ça, les gens comprennent qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme à la tête d'une structure. Écoute, il y a des femmes qui dirigent des États. Michelle Bachelet, qui veut devenir la présidente de l'ONU, future candidate à l'ONU, secrétaire générale de l'ONU, c'est une femme. Oui, mais tu vois, c'est parce que ça fait longtemps et c'est la première vraie femme qui pourrait être présidente que j'aurais aimé que ce soit elle. Voilà. J'aime enfin la première vraie femme, Sonia. Oui, non, l'autre, elle était intérimaire. Il y a une fausse femme. Je veux dire qu'elle n'a pas, elle était intérimaire, donc il n'y a pas vraiment eu de vote. Il n'y a pas eu d'enjeu. Là, il y a un vrai enjeu. Je précise que cette année, on a eu une femme super ébonnie et c'est la 5e femme super ébonnie. Oui, c'est ça. Et du coup, ça aurait été très bien que ce soit elle qui soit là. Et ce sera elle qui sera là. Rassurez-moi, Marie-Laure, elle va bien? Super bien. Bon, j'ai envie de poser la question. Je pense pourquoi elle n'est pas là ce soir, mais... Oui, parce qu'elle a des obligations. Elle présente le journal ce soir à 20h, donc du coup... Vous connaissez un peu les difficultés. Quand on prend le journal, il faut préparer tout au long de la journée. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Elle ne fuit pas de plateau. Coucou Marie-Laure. Bon, c'est pas grave. Félix est là pour assurer quand même. Absolument, le directeur de campagne, c'est quand même... Bah voilà, quoi. On va tout faire, pratiquement. C'est quoi l'état d'esprit en ce moment au sein de l'équipe de campagne de Marie-Laure? Mais si vous avez dû voir, je crois, j'ai dû regarder sur NCI, la rupture de jeunes le samedi dernier, vous avez vu la fête. C'est comme si on faisait la fête avant la fête. Mais la rupture et l'état d'esprit en général... Oui, parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on est en train de faire. Vous êtes sûr quand on est dans la vérité et qu'on n'est pas dans les ténèbres, écoute, on est sûr. Et puis on danse, nous on danse, on est positif, on sourit. Et au contraire, en face, on a des gens qui sont de plus en plus silencieux et qui se posent de mille et une questions. C'est vrai? Ah oui, mais on leur tend la main parce que l'UNCI a été créée sur la base de la confraternité. Et pour nous, Marie-Laure gagne pour rassembler l'union, de sorte que tout le monde se retrouve dans ce creuset et qu'ensemble, on mène les activités de l'UNCI. On parlera d'activités tout à l'heure. Enfin, de notre entretien, je vous donnerai notamment ce qui est prévu dans le mandat de Marie-Laure Ungoran. Qu'est-ce qu'elle prévoit justement pour la bonne marche de l'UNJCI. Sonia, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu m'as manqué? T'étais à Bruxelles. C'est ça. Ouh, la commis voyageuse. Ça va, ça a été? Ça va, ça a été. Tu m'as ramené des trucs, des cadeaux? Ah, il s'est à la télé, là, tu veux même pas les avoir. Oui. Non, c'est bon. Il a dit que j'étais à Bruxelles, j'étais contente, non? Ça va, vous? Alors, on va y aller straight to the point, parce que je pense qu'on n'a pas assez de temps et qu'on a beaucoup de questions quand même à évoquer. Vous étiez au procès, il y avait un procès le vendredi dernier, effectivement. Franck Etienne qui devait se présenter suite à une plainte du collectif, un collectif de journalistes contre, c'était quoi? Contre l'élection, l'éligibilité, contre la violation des textes. L'éligibilité, naturellement, de M. Franck Etienne. Vous faites bien de préciser qu'un collectif qui a porté plainte, nous, on n'a pas à être là-bas. On n'a pas de plainte contre Franck Etienne. On n'est pas parti à ce procès, donc on n'a pas à être au tribunal. Mais il n'y avait pas de membres de l'équipe de Marie-Laure Ungoran qui faisait partie de ce collectif. Pas du tout. Alors, il faut préciser une chose. Ce collectif, c'est des anciens membres, c'est des membres de l'UNCI qui ont été candidats il y a 3 ans, qui étaient dans la même situation que Franck Etienne aujourd'hui. À la vérité, c'est les victimes d'hier qui sont devenues pratiquement les bourreaux d'aujourd'hui. Le bourreau d'hier devient aujourd'hui la victime. C'est une affaire de jeu de chaise. Donc, c'est un règlement de compte. Il y a 3 ans, ils ont été éliminés parce qu'ils avaient leur tête de liste
à qui on reprochait de n'être pas un journaliste parce qu'il était fonctionnaire et au bout du processus, il a été éliminé, leur liste a été éliminée. Il y a eu une élection avec une seule liste. Il n'y a pas eu d'enjeu. Et l'élection de M. Jean-Claude Coulibaly, dont M. Franck Chrétien est le vice-président, le premier vice-président, a été faite dans une salle totalement acquise. Et c'est la même situation qui se présente 3 ans après. Et eux, lorsqu'ils remarquent que lui aussi il est dans la même situation, ils ont engagé une procédure contre lui. Et ça, Marie-Laure n'a rien à voir avec ça. Je me suis laissé dire qu'il y avait des personnes dans ce collectif qui figuraient, dont les photos ont été vues, notamment pour la campagne de Marie-Laure Ngorin. Si c'est vrai, c'est faux. Est-ce qu'il y a des personnes de ce collectif-là, quand même, qui font campagne pour Marie-Laure? Alors, quand on dit élection, ça veut dire chercher des voix. Vous imaginez que nous allons faire campagne quelque part à la rupture des jeunes, quelqu'un qui vient qui dit « je vous soutiens », on va regarder qu'il est collectif ou pas pour lui dire « non, toi tu sors ». Ah non, on a besoin de savoir. S'il nous soutient, on dit tant mieux. Mais le collectif ne s'est pas déclaré officiellement rangé derrière Marie-Laure, n'a jamais fait d'appel pour dire « votez Marie-Laure ». Si on retrouve des membres du collectif dans leur rédaction, parce qu'on a fait campagne dans toutes les rédactions, et même à cette période, c'est vrai qu'il n'y a plus de campagne, mais un candidat est toujours en campagne. On continue de rencontrer les journalistes. Si on en rencontre qui sont membres du collectif, mais ils sont la bienvenue, on les accueille. En toute honnêteté. Vous pensez que M. Etienne, s'il rencontrait des gens du collectif qui sont prêts à le soutenir dans sa campagne, il va les rejeter? Non, une élection... Est-ce que je ne sais pas si c'est contraire en fait au texte de l'UNJCI? Non, pas du tout. Non, ça n'existe pas dans les textes de l'UNJCI. J'ai tous les textes de l'UNJCI, 96 articles. Mais il y en en a toute 18 qui portent sur les élections. Êtes-vous d'accord avec ce procès ou pas? Le procès. Alors, il faut situer également une chose encore. On a rencontré le ministre de la Communication le mercredi 11 et le congrès qui devait se tenir les 13 et 14 a été reporté le lendemain, jeudi 12, pour le 20 et 21. Les 20 et 21. Alors, dans l'organisation de ce procès, de ce congrès, il se trouve que le collectif se plaignait toujours de la carte d'identité de journaliste professionnel de M. Franck Chrétien, surtout après la rencontre du ministre, et ils avaient des éléments nouveaux. Ils sont allés reverser ces éléments nouveaux pour dire qu'il ne peut pas être candidat. À qui? Ils ont reversé ces éléments nouveaux au niveau de la CIJP et ils sont allés maintenant, compte tenu du fait qu'il y avait une sorte de passage en force qui s'organise, parce que Franck Chrétien, malheureusement, est parrainé par le président du conseil exécutif sortant et soutenu par le conseil d'administration. Ceux-là même qui sont censés connaître des textes de l'UNCI. Marie-Laure était elle aussi membre du bureau sortant, non? Non, Marie-Laure a été membre du bureau qui est sorti en 2022. En 2022. L'ancien bureau. D'accord. Alors, lorsqu'ils se sont rendus compte que, malgré tout le fait que M. Franck Chrétien ne bénéficie plus de sa carte, ne pourrait ne plus bénéficier de sa CIJP pour être candidat, ils sont allés rester en justice parce que les procédures, les mécanismes internes ne pouvaient plus permettre d'arrêter, d'autant plus que le conseil exécutif et le conseil d'administration se sont fourvoyés. Ils se sont rangés carrément derrière un candidat. Et d'ailleurs, pour moi, la crise à l'UNCI aujourd'hui, ce n'est pas M. Franck Chrétien qu'il faut voir. Il faut voir le président du conseil exécutif sortant. Je n'accuse pas le conseil exécutif. Le président du conseil exécutif sortant et le président du conseil d'administration qui se sont confortés aisément à accepter ma tautologie, qui se sont confortés aisément dans la violation flagrante des tests de l'UNCI. Qu'est-ce que vous reprochez à Franck dans la violation ou son inéligibilité? Attention, Rien à reprocher à Franck par rapport à la violation des textes. Par contre, on reproche à Franck d'être employé dans une structure. Il a dit qu'il avait démissionné 6 mois auparavant. Oui, mais quand vous démissionnez 6 mois auparavant, que c'est 8 mois après, vous percevez encore le même salaire que vous percevez là-bas. Que vous démissionnez là-bas, que cette année 2026, on découvre que vous êtes inscrit encore au tableau des employés de cette structure. Quand vous quittez vous déclarez que vous n'êtes pas un agent de l'État, vous n'êtes pas un fonctionnaire et que vous êtes payé au bon de trésor, que ces preuves sont là. Qui est-ce que vous trompez? Parce qu'il voulait faire comprendre qu'il était juste un contractuel, mais un contractuel n'est pas payé au bon du trésor. Quand on est payé au bon du trésor, ça veut dire qu'on est agent de l'État ou fonctionnaire. Ce sont tous ces éléments qui ont prévalu à l'annulation, pas au retrait, annulation de la validité de sa carte. J'ai entendu dire sur votre plateau que la carte n'a plus de valeur. Non, on ne dit pas ça, c'est trop grossier de dire que la carte n'a plus de valeur. Mais cette carte-là, c'est elle qui lui donne droit aux élections à l'UNCI, au congrès qui va être organisé bientôt. Cette carte-là, si vous voulez devenir directeur de publication, elle est valable sur au moins 5 ans. Vous êtes obligé de produire au moins 5 cartes. Donc la carte ne perd pas de facto sa valeur lorsque le terme qui est mentionné dessus, 31 décembre, est fini. Ce sont des éléments que le public a besoin de savoir. Sonia avait une question? Non, moi, c'était surtout... enfin, on parle de confraternité et je me dis... En vrai, vous dites que vous n'avez pas vraiment de soucis avec lui. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas quand même aux élections? Et puis, que la meilleure gagne, vu que vous semblez dire que votre candidate, elle a tout pour gagner. Sonia,
Oui. Vous pensez qu'un journaliste peut être candidat aux élections du bâtonnier de l'ordre des avocats ou à l'ordre des autres? Mais vous estimez qu'il est journaliste ou pas? Il ne l'est plus. Dès l'instant qu'on annule votre carte de CIJP, vous n'êtes plus journaliste. Okay. Vous ne faites plus partie du corps. Donc, si on élit... Ça annule la carrière... la qualité de journaliste. Ça annule votre qualité de journaliste. Vous perdez le bénéfice de la carte de l'UNJCI. Ce sont les deux pièces qu'il faut parler. Donc là, si vous voulez dire quoi? Moi, j'ai ma carte de journaliste. Donc, si je n'exerce pas comme journaliste, ça finit le 31 décembre. Est-ce que vous accepteriez que je me présente dans ce cas-là? Si vous avez votre carte de journaliste... Oui, qui se périme le 31 décembre. Qui se périme le 31 décembre prochain. Exactement. Et que vous êtes employé pendant cette période-là dans une structure quelconque dans laquelle vous percevez un salaire, vous perdez le bénéfice de votre carte. Si vous êtes dénoncé, la CJP vous convoque et vous retire la carte. N'annule pas, mais retire votre carte et vous devenez employé et vous n'êtes plus journaliste. Vous ne pouvez plus exercer comme un journaliste. C'est le cas de M. Franck Etienne. La période étant échue, on a annulé la valeur de sa carte. Cette carte qu'il a obtenue et dont il a bénéficié, je dirais, des avantages tout au long de l'année 2025, on a annulé la carte. Alors, les autres qui ont porté une plainte, il faut préciser, c'était une plainte en référé 2 en 1, c'est-à-dire en procédure d'urgence pour bloquer le Congrès. Mais en même temps, la plainte en procédure d'urgence a eu un deuxième volet pour connaître en profondeur du dossier. C'est ce qu'il a appelé la procédure pénale. Et j'ai été surpris de voir des journalistes qui veulent me mettre en prison. Ah non, si vous êtes convaincu qu'on peut vous mettre en prison, ça veut dire que vous êtes sûr que vous avez commis le forfait. Il n'a pas été le seul à évoquer ou à citer cette phrase-là. Même le ministre de la Communication, j'ai vu un communiqué passer où le ministre aurait dit qu'il était lui-même aussi choqué de voir des journalistes vouloir mettre d'autres... Un communiqué signé de qui? En tout cas, j'ai vu un communiqué passé du ministre de la Communication qui aurait dit... Je ne crois pas que depuis que nous avons commencé cette procédure, le ministre de la Communication a fait de communiqué. Il n'y a jamais eu de communiqué du ministère de la Communication qui mène plutôt une médiation dans l'homme. D'ailleurs, on jette l'opprobre sur les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, parce que le ministre de la Communication nous aurait convoqué à son bureau le 11. Mais diantre, quand un ministre a du bruit dans son département, en tant qu'autorité de tutelle, autorité régalienne, vous croyez que le ministre va se taire pour voir qu'il y a le désordre qui s'installe dans son département? Ce n'est pas possible. En tout cas, il n'est pas d'accord, il ne serait pas d'accord, et vous avez le temps, vous pourrez me le confirmer, de ce qui se passe en ce moment, qu'une partie de journalistes veuille mettre un autre journaliste. Le ministre n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Si vous voulez, je résume en une phrase ce qui s'est passé au cabinet du ministre. Il nous a rassemblés pour nous écouter, nous entendre. Nous avons passé 4 heures, d'ailleurs, à cette rencontre qui était prévue à 15 heures. M. Franck Etienne peut-être n'aurait pas voulu venir et arrivé à 45 minutes de temps après. Et le ministre a pris tout son mal à patience. Nous avons fait 4 heures de réunion et il a dit on ne sortira pas d'ici sans que nous ayons trouvé une solution. Et vous l'avez trouvé la solution? Et la solution qu'on a trouvée, parce que nous, la liste Marie-Laure, nous demandions, nous avons 2 préoccupations. Des conditions transparentes pour aller au Congrès et l'équité pour aller au Congrès. Nous nous plaignons contre le bureau du Conseil exécutif, le comité d'organisation que nous avons récusé. M. Franck Etienne a reconnu ici que le président du comité d'organisation est socialiste. Vous savez comment on a pu retrouver qu'il est socialiste? Comment il nous a trompés? Le monsieur s'appelle Olivier Valère. De façon courante, c'est ce que tout le monde sait. Qui? Le président du comité d'organisation. Or, à la vérité, il s'appelle Kradié Oted Arsène. Donc, entre Olivier Valère, que tout le monde connaît, et Kradié Oted Arsène, sur la liste de M. Franck Etienne, il y a un camouflage. On ne sait pas que c'est la même personne. Et quand on découvre ça, c'est un forfait. On ne peut pas être juge et parti à un congrès. Le comité d'organisation et il récusait toutes les propositions de consensus que nous faisions pour que nous puissions aller à un congrès dans des conditions transparentes et équitables. Notre préoccupation a été la transparence et l'équité au Congrès. Mais aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi par rapport aux élections? En sortant de le ministre, on a obtenu la mise en place d'un comité paritaire pour toiletter la liste électorale, mais également aussi la récusation du président du comité d'organisation pour qu'on puisse maintenant reprendre le processus d'organisation et aller à un congrès plus apaisé. On a obtenu ça quand nous sommes sortis alors, l'un des points sur lesquels vous marquez votre désaccord, c'est aussi qu'il aurait dit que vous seriez de connivence avec le ministère de la Communication, justement, qui prendrait votre parti dans tout ceci. C'est grossier de le dire. Et ils sont allés jusqu'à porter, j'allais dire, la main, l'index sur la mère patrie, parce qu'ils ont même transmis ce vilain message à la Fédération internationale de journalistes et à la Fédération africaine de journalistes. Ces 2 instances auxquelles j'ai transmis des courriers pour dire attention. Ils ont même osé dire qu'ils porteraient plainte contre la République de Côte d'Ivoire pour abus constatés. Quel est cet abus? Que le ministre convoque
les membres de son département pour apaiser, parce qu'il y a une flamme, une étincelle qui risque de devenir une flamme? Est-ce qu'une implication, une intrusion du politique? Peut-être la phrase que le ministre aurait dit, d'après M. Franck Etienne, que la CIGP, la Cadre nationale de journalistes professionnels, lui appartiendrait. Très bien. Lorsque nous sommes arrivés devant le ministre, puisqu'il y a des plaignants qui étaient là, le collectif qui a produit ces éléments de preuve, et que le ministre a entendu qu'il y avait un problème sur la CIGP, alors le ministre ne s'est pas plaint seulement contre Franck Etienne. Il a même interpellé le secrétaire permanent de la CIGP. Le secrétaire permanent, soit dit en passant, c'est le représentant du ministre dans la commission paritaire d'attribution de la CIGP. C'est-à-dire, il dit la CIGP, c'est une pièce de l'État de Côte d'Ivoire. Et je n'accepterai pas que ce soit, j'allais dire, que ce soit bafoué. C'est comme la carte d'identité ivoirienne. Si tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de frauder sur la carte d'identité ivoirienne, il s'en trouverait très frustré. Et le ministre a demandé à voir clair dans cette affaire. Et même pas seulement pour M. Franck Etienne, parce que personnellement, j'ai relevé plusieurs forfaits, ne pas dire forfaitures, sur des gens qui ont obtenu la carte d'identité de journal professionnel avec des médias qui n'existent pas. Et c'est tout ça que le ministre veut voir clair là-dedans. On veut voir clair aussi quelque part dans la pub. En fait, on me le dit depuis. Mais rassurez-vous, on a encore quelques petites minutes pour en finir avec cet entretien et votre droit de réponse. Il y aura aussi la grande consultation tout à l'heure sur la santé du rein notamment. Restez avec nous, on se retrouve derrière la pub. À tout de suite. La crise qui se déroule en ce moment au sein de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, avec ce soir le directeur de campagne de Marie-Laure Ngoran, candidate déclarée pour cette présidentielle à l'UNJCI, qui ce soir avait des points de désaccord par rapport au passage de Franck Etienne, des choses à dire. Ça part de vérité quelque part aussi. On a élagué un certain nombre de questions, j'en ai quand même 2 ou 3 avant de vous laisser partir. Est-ce qu'il y a vraiment une politisation au sein de cette campagne de l'UNJCI, parce que cela a été évoqué aussi? S'il y a une politisation dans cette campagne, je dirais que le bénéficiaire, c'est M. Franck Etienne. Ah bon? Vous connaissez son slogan de campagne? Allez-y. Une UNJCI, un journalisme professionnel pour la Grande Côte d'Ivoire. Vous imaginez? La Grande Côte d'Ivoire, c'est le slogan de campagne du président de la République. Ça veut dire que lui, il fait les yeux doux au président de la République. Non, mais il n'est pas détenteur de la phrase. Est-ce que être journaliste, c'est pas les faits? Là, c'est des interprétations que vous faites. Ah non, mais c'est dire une Grande Côte d'Ivoire. C'est une coïncidence quand même coïncidente. Oui, mais là, vous interprétez, c'est pas très journalistique, ça. Le slogan de campagne de Marie-Laure Ngoran, si, c'est journaliste. Monsieur Boni, donc parce que le président a utilisé une Grande Côte d'Ivoire, on n'a plus le droit de l'utiliser, cette phrase. Mais on vient de sortir d'élection présidentielle il y a à peine 3 mois. Le président conçoit son slogan pour la Grande Côte d'Ivoire et un candidat à l'élection de l'UNCI qui utilise le même... mais vous aurez dû choisir ça en premier. Demain, si on dit la Côte d'Ivoire en marche, c'est qu'elle travaille pour Macron. Il y a tellement de mots. Le français, j'ai l'habitude de dire, le français, c'est la langue la plus élastique et la plus belle. Il y a tellement de mots pour concevoir. Dites-moi qu'il y a des preuves plus concrètes, plus tangibles que ça. C'est eux qui parlent de politisation. Nous, on n'a jamais parlé de politisation, d'autant plus que nous sommes les orphelins sur le terrain. Donc, on est sur le terrain en campagne, dans les rédactions, en train d'aller rencontrer les journalistes là où il faut. Et on a jusque-là eu l'appui d'aucun politique dans notre campagne. Donc, si lui, il a déjà le slogan de campagne d'un parti politique, je dirais même pas le président de la République, d'un parti politique, lui, il se rapproche plus des politiques. C'est quoi le vôtre, votre slogan? Le slogan de Marie-Laure, c'est une UNJCI Nouvelle Vision. Oui, mais ça UNJCI Nouvelle Vision. Je suis sûre que ça ressemble à un truc de campagne de quelqu'un. On va trouver. Non, dites-moi. On va trouver. Vous le dites, non, on trouvera demain. On fera ça en prolongation. Laissez-nous un petit peu de temps. Ouais. Alors, le congrès qui a été reporté plusieurs fois, finalement, on a une date, on sait... Non, pour l'instant,
Je pense que le contentieux au niveau de la CIJP, qui était plus ou moins attendu, a été vidé juste il y a quelques jours par rapport à l'annulation de la carte de M. Franck Etienne. Et les médiations sont en cours de sorte qu'on puisse se mettre en place. Parce que pour qu'on organise le congrès, il faut bien qu'il y ait des instances pour l'organiser. Pour l'instant, depuis le 26 février, et le Conseil des sages, et le Conseil exécutif, et le Conseil d'administration, après avoir expiré les 90 jours que leur donne l'article 3 pour l'organisation du congrès, ne sont plus habilités à organiser ce congrès. Donc, il nous faut un comité ad hoc qui va être mis sur pied, qui va organiser le congrès de façon vraiment calme, on ira au congrès. Et pour terminer, Félix, Marie-Laure, elle est créatrice ou elle est auteure d'un prix, les Marie-Laure d'Ivoire. Si elle est élue, ça continue d'exister en Ça, parallèle avec les ébonies ou Je dirais que c'est son dada privé. Les ébonies, c'est fait pour les journalistes. Les Marie-Laure d'Ivoire n'ont rien à voir avec les journalistes. D'accord. Nous, ce qui concerne les journalistes... Mais ça fait 2 prix quand même. Un prix qui ne nous concerne pas. J'ai cru voir que l'année passée, la Marie-Laure d'Ivoire a lieu en Europe. Je crois que ça fait 2 fois que ça a lieu en Europe. Nous, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Donc elle pourra toujours le faire. Ainsi de suite. Très bien. J'espère que... je vous souhaite bonne chance tout simplement. J'espère que tout va se résoudre au niveau de l'INJCI et que cette crise va être... Je pense que Franck Etienne l'a dit tantôt ici, on a souvent eu des soubresauts dans notre corporation, mais à la fin, on est toujours unis. La confraternité prime toujours sur les petites crises. C'est très bien. Merci beaucoup, Félix Boni. Je voudrais vous remercier. Comme cette crise a connu, je dirais même son origine à travers la violation que j'appelle flagrante et je dirais même malencontreuse des textes, je voudrais vous laisser un exemplaire de nos statuts et de notre règlement intérieur. Très bien. De sorte que quiconque viendra vous intoxiquer ici, vous avez les moyens pour dire attention, on a nous aussi lu les textes. Donc je vous laisse les textes. Très bien. Merci beaucoup, Félix Boni. Merci. Et pour marquer la transition entre M. Félix Boni et notre prochain interlocuteur, notre prochain invité avec qui on va parler de santé de rein, nous allons inviter M. Yaouré. M. Yaouré qui vient parler du 8 mars. C'est l'actualité, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Ah, c'est pas la fête de la femme. Il faut toujours qu'on rappelle ce petit truc. Allez, l'instant unique, juste après ça. Voilà, bonsoir. Vous n'avez qu'à vous applaudir un peu ici. Voilà. Brice, toi-même, tu as dit dessus, ce n'est pas fait. Tu as dit journée des droits de la femme. Donc, hier, il y a des gens qui disent non, bonne fête. Je n'ai pas compris. Moi, j'ai regardé mon femme, j'ai dit à la série, aujourd'hui, c'est votre journée. Comme c'est une journée, je te souhaite bonne journée. Puis c'est fini. Parce que quand on veut parler des droits de la femme, sincèrement, la femme a beaucoup de droits. On va applaudir pour les droits des femmes. La femme a beaucoup de droits. Par exemple, la femme, elle a le droit de crier. Il peut s'énerver. Mais toi, l'homme, tu n'as pas le droit de t'énerver. Quand tu t'énerves, on t'appelle les garçons princesses. C'est devenu la mode, on dit non, c'est garçon princesse. La femme, par exemple, il a le droit de se s'épanouir dans ton lasagne. Messe humaine, sac à main, tout ça. Mais toi, l'homme, tu n'as pas le droit de te vanouir quand tu vois les prix. Tu n'as pas ce droit-là. Tu comprends? Donc, vous voyez, la femme, elle a le droit de dire, ah, mon mari m'a frappé. On dit, oh, mais c'est quel garçon violent ça. Toi, là, tu mérites la prison, tu es un homme violent. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire, ma femme m'a frappé. Bon, on voit ça comment? Toi, tu sais que c'est pas esthétique. Souvent, on te demande, elle t'a frappé comment? À gauche, à droite ou bien aller-retour, on ne sait pas. Donc, tu vois, il y a des petits thèmes. Ça veut dire que quand les femmes font les trucs, ils n'ont qu'à passer un peu à nous. Une femme a le droit de dire je veux. Toi, tu peux dire je ne veux pas. Elle va dire ok, donc je m'en vais dehors, lui, il veut. Automatiquement, l'homme, il a oublié de dire non, je veux. Non, il ne faut pas dire... Même les droits des femmes, ça ne s'arrête pas là. Femme, c'est vrai, elle a un droit, mais elle a un pouvoir encore. Souvent, même les femmes, eux, ils ne savent pas qu'ils ont un pouvoir. Oui, il y a un pouvoir. Femme, elle a un pouvoir. Femme peut dire, je suis dans la chambre, bébé, viens vite, sinon je vais dormir. Cette phrase, il y a plus de puissance dedans qu'une parole prophétique. Quand femme dit, bébé, viens vite, sinon je vais dormir, même le paralytique peut se lever pour courir là. Non! Mais, Brice, j'ai envie de te poser une question. Je voulais savoir qui distribue les droits là même. J'ai le droit de ne pas répondre? Ah, tu as vu, toi aussi, tu as le droit de ne pas répondre. Parce que nous-mêmes, les hommes, j'ai fouillé, nous aussi, on a droit. Mais ils ont mis ça à la fin du livre, vers la fin de la page là-bas, le 10 décembre.
Ça dit qu'on s'en fout même. Ou c'est au fond là-bas, là. Actuellement, le monsieur, il a en train de réfléchir comment il va payer les habits de Rafa, comment il va faire pour que tout le monde soit en fête. C'est là-bas, ils ont mis notre droit. On peut dire que le meilleur pour la fin. Ah, le meilleur pour la fête. Non, ça, c'est pas le meilleur pour la fête. C'est pourquoi c'est nous les bêtés, on dit, et il carre couler, tout. Ça veut dire que c'est vrai que vous avez des droits, mais il ne faut pas vous oublier aussi vos devoirs. Voilà. On dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Mais derrière un homme mal habillé se trouve une femme qui est fatiguée de parler. À bord attendez, salut. Merci, c'est fini. À retrouver dans l'instant unique, bien tous les lundis et les mardis dans cette partie de l'émission. On a été rejoint par M. Emmanuel Adouko-Ablé, sous-directeur médical et scientifique. Et là, je regarde ma fiche parce que le CNPTIR, c'est un sigle quand même assez... Vas-y Sonia, répète avant moi, c'est NPTIR. C'est NPTIR. Oh, bravo. Alors, c'est NPTIR, c'est le centre... Non, on a le centre. CNPTI. Ah, bah voilà. Centre national de prévention et CNPTIR. de traitement de l'insuffisance rénale. Ok. Voilà. Très bien, Je que vous vous- salue. Bonsoir, comment vous allez? Glisse, ça va. Sonia. Yes, Bonsoir. bonsoir. Donc, on voulait parler du rein ce soir. C'est un organe hyper important dans le corps. Il fait partie de ce qu'on appelle les organes nobles. C'est bien ça, non, le rein? Le rein est un petit organe, 120-150 grammes, mais qui joue un rôle très important. Il fait partie des organes de purification du corps. Lui, il est chargé de purifier le sang. D'accord. On a 3 minutes avant la pub. On va y aller au pas de course, mais Ouais. vraiment de façon très, très accélérée. Sonia, vas-y pour tes questions. Alors, comme on sait que dans quelques jours, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, le cancer, l'insuffisance rénale, on a demandé aux internautes de nous poser des questions. Hein, donc, on va vous poser. Donc, comment savoir si une douleur vient du dos ou des reins? Parce que parfois, on n'arrive pas à dissocier. D'accord. Est-ce qu'il faut aller systématiquement à l'hôpital pour ça? Comment savoir si une douleur vient du dos ou du rein? Du rein. Bon, déjà, au niveau des reins, il faut savoir que les reins, ça se trouve en dessous des côtes, OK. vers la colonne, au niveau de la colonne vertébrale, à côté de la colonne vertébrale, les os qui sont alignés. Donc, la douleur rénale, si c'est vraiment le rein, parce que bien souvent, les gens confondent la douleur des vertèbres, les os qui sont alignés, les lombalgies. C'est pour ça qu'on parle de maux des reins. Voilà. Mais quand c'est vraiment le rein, c'est une douleur qui se trouve en bas des côtes, près des vertèbres, qui a tendance à irradier vers le bas-ventre. Donc, c'est une douleur qui peut être lancinante. Elle n'a rien à voir avec la douleur des vertèbres. Une douleur lancinante, vous dites? Elle peut être lancinante, Ça veut elle dire peut que ça être se sent? pulsatile. Voilà, on peut Alors qu'on dit, sentir. on dit souvent que le rein... Ça dépend. Si, par exemple, il y a des petits cailloux qu'on appelle les calculs qui sont là-dedans. Voilà, ça Non, dépend. mais je disais, parce qu'en fait, en général, on dit que le rein, en fait, quand il est malade, c'est des maladies silencieuses. On ne s'en Bien rend pas sûr. compte du tout. Bien sûr. Et là, vous dites qu'il y a des douleurs lancinantes quand même. Non, là, elle a parlé de douleur rénale. Ça, généralement, le rein, quand il est malade, il est silencieux. Et c'est Donc, en quand- général, c'est qu'on a mal au dos. Quand on sent Voilà. cette douleur-là, c'est que c'est le dos, c'est C'est pas... la Très souvent. douleur qui irradie vers le bas-ventre, c'est une douleur... Très souvent, quand les gens parlent de douleur au niveau du dos, du bas du dos, près de... voilà, ce sont des douleurs vertébrales. Ça n'a rien Le à voir avec le rein, rein. il faut le dire, les maladies rénales sont silencieuses Pourquoi? pendant longtemps. Pourquoi elles sont silencieuses? Elles sont silencieuses, en fait, ça dépend de leur mode, ça dépend du type d'atteinte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de douleurs rénales. Je vous ai dit que si il y a des cailloux, des calculs qui bouchent un peu l'évacuation des urines, c'est en ce moment-là seulement qu'on peut sentir la douleur. Mais quand vous avez, par exemple, des protéines, c'est-à-dire que le rein, c'est un tamis, c'est un filtre. Il filtre le sang et il donne les urines, pipi. Mais quand il filtre le sang, là, si les protéines passent dans les urines, ça ne fait pas mal. OK. Mais alors, Si c'est le sang aussi qui passe et maturit, ça ne fait pas mal. Si c'est les globules rouges, à moins qu'il y ait une infection un peu bruyante. Donc, la plupart des maladies
rénales sont silencieuses pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Donc, c'est quoi les signes qui peuvent alerter dans ce cas-là? En fait, il y a les signes qui peuvent alerter. Par exemple, si quelqu'un s'en va pisser et qu'il y a du sang, est-ce que ce n'est pas quand même inquiétant? Ouais, là... Normalement, quand le rein filtre, on ne doit pas avoir du sang dans les urines. Okay. Donc, si vous pissez qu'il y a du sang, vous devez consulter un médecin immédiatement. Si vous pissez et que vos urines moussent comme la bière, en plus, peut-être avec le temps, le visage s'enfle, les pieds s'enflent, vous devez consulter un médecin. Mieux un médecin généraliste, mieux un médecin néphrologue, médecin spécialisé en néphrologie. Si vous pissez et que ça vous fait mal, ça brûle, vous devez aussi consulter un médecin généraliste qui va certainement vous orienter vers un urologue ou un néphrologue si c'est nécessaire. Voilà un peu. Les signes principaux. Alors, la consultation va se poursuivre tout à l'heure. Pour l'instant, Sonia, on va rapidement aller à la pub. Puis on revient, je sais que tu as une tonne de questions là, sous les yeux. On espère avoir le temps de toutes les poser. À tout de suite. Merci de rester connecté sur la télé d'ici pour cet autre tableau. Je rappelle, nous recevons Dr Emmanuel Adouko-Ablé, sous-directeur médical et scientifique du CNPT. C'est trop facile dit comme ça, hein, que de s'égosiller comme tout à l'heure. Le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Donc en fait, on est en prélude à la journée mondiale de lutte contre les maladies du rein. Du rein. Voilà, tout simplement. Alors, on a des questions, puisque c'est une consultation générale, des questions provenant des téléspectateurs, de nos patients qui nous regardent. Sonia, tu en as quelques-unes encore? Oui, on se rend compte que de plus en plus d'enfants ont l'insuffisance rénale. À partir de quel âge il faut commencer à surveiller les reins de quelqu'un? Déjà, il faut le dire effectivement, nous constatons malheureusement que parmi ceux qui ont les maladies rénales chroniques, toute anomalie du rein, en particulier l'insuffisance rénale, on commence à voir de plus en plus des enfants. Et un enfant, déjà, il faut dire que même au cours de la grossesse, lorsqu'on fait l'échographie obstétricale, le radiologue, il regarde pour voir s'il n'y a pas de malformation. Est-ce qu'on peut naître avec l'insuffisance rénale? On peut naître déjà avec une anomalie rénale. Wow. On peut naître avec une malformation rénale. On peut naître avec un seul rein. On peut naître déjà avec des soucis au niveau des reins. Donc, il est conseillé, en tout cas assez tôt, avant l'âge de 5 ans, il faut faire une échographie abdominale qui va permettre de regarder les reins. Ça, nous conseillons cela. Là, s'il y a une anomalie, par exemple, une anomalie qu'on appelle le syndrome jonctionnel, c'est une anomalie de connexion entre la structure qui fabrique les urines et celle qui les évacue, ça peut permettre à ce que les chirurgiens pédiatres, les urologues, rapidement corrigent la malformation avec laquelle l'enfant est né. Ça va lui éviter plus tard de développer l'insuffisance rénale. Mais du coup, à partir de quel âge on doit faire les tests? Enfin, si on ne naît pas avec tous ces problèmes, à partir de quel âge on devrait commencer à faire tester quelqu'un? Est-ce que c'est dès... J'ai conseillé déjà avant l'âge de 5 ans de faire une échographie. OK. Voilà. Disons de la naissance jusqu'à... En tout cas, avant l'âge de 5 ans, il faut faire une échographie. OK. Et puis aussi, le test urinaire. OK. Il y a la créatinine, il y a aussi la bandelette urinaire pour voir si les globules blancs, les globules rouges, les protéines qui sont dans le sang, qui doivent rester dans le sang, ne fuient pas à travers le filtre rénal pour se retrouver dans les urines. Très tôt, il faut faire un test sanguin et un test urinaire pour être sûr que l'enfant va bien. Du coup, c'est quoi les maladies? Il ne faut pas attendre que le visage s'enfle, les pieds s'enflent. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des maladies rénales les plus fréquentes? Mais déjà, il faut que je vous... Ce qui serait plus intéressant pour les mamans, les papas qui nous écoutent, c'est de savoir qu'est-ce qui peut créer des problèmes,
quelles sont les maladies, les facteurs de risque qui peuvent entraîner des problèmes chez les enfants. Allez-y. Il y a le paludisme maltraité. Le paludisme maltraité, quand les enfants ont le paludisme, au lieu de les traiter correctement à l'hôpital, parce que je rappelle que le gouvernement a pris des dispositions, c'est gratuit. Jusqu'à moins de 6 ans, c'est gratuit. Mais les gens restent à la maison, ils prennent des anti-inflammatoires, ils prennent des médicaments contre la fièvre. Ils font de l'automédication. L'enfant est presque tout le temps anémie. Et ça, si on ne prend pas aussi de moustiquaires imprégnés, tout ça, ça favorise des paludismes à répétition. Et encore, quand c'est maltraité, cet enfant-là, au bout de quelques mois, de quelques années, on va voir son visage s'enfle, ses pieds s'enflent. Et quand on prend le sang, la créatinine, on voit que il y a la créatinine augmentée, les protéines dans les urines, ça augmente, ça mousse beaucoup, et on dit l'enfant a une insuffisance rénale. On peut éviter en se faisant dépister gratuitement et traiter gratuitement pour les enfants de moins de 6 ans. Voilà. Et maintenant aussi, il y a les mamans, il faut le dire, les angines, mal de gorge, la gorge qui serre, voilà, il faut faire ou bien les oreilles qui coulent, les narines qui coulent, les infections ORL, ou même les furoncles. Il faut faire traiter cela à l'hôpital par des antibiotiques. Ça peut aboutir à une insuffisance rénale? Mais bien sûr, toutes les infections chez les enfants peuvent aboutir à une insuffisance rénale. Et la purge, c'est ça, non? Ce qu'on appelle purger l'enfant et tout, j'ai entendu. Je me suis laissé dire beaucoup de choses autour de... Tu as dit purger, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai fait les lavements. Exactement. Les lavements. Non, vous savez, il faut faire suivre l'enfant par un pédiatre. Si on doit, l'enfant a des problèmes de constipation, on revoit son régime alimentaire. Au village, là, les mamans elles ne vont pas forcément voir des pédiatres et tout. Est-ce que c'est dangereux, justement, les lavements pour les reins des enfants? On va utiliser des médicaments traditionnels. On ne connaît pas la dose qui est efficace, la dose qui est toxique. Donc, vraiment, si on pense qu'on veut à tout prix faire peut-être de l'eau tiède. Mais aujourd'hui, je pense quand même, presque partout, il y a des dispensaires. Donc, je conseille vivement à nos mamans de demander conseil au personnel de santé. Est-ce qu'on peut reprendre la fonction perdue d'un rein? Est-ce qu'elle peut être retrouvée? Ça dépend. Si c'est une insuffisance rénale aiguë, on peut la retrouver. Même si ce n'est pas ad integrum. Ce n'est pas totalement. Mais si c'est une insuffisance rénale chronique, on ne peut pas répartir et puis retrouver toute la fonction. À quel moment on parle d'insuffisance rénale chronique, justement? En fait, je peux vous dire que le rein, toute anomalie du rein s'appelle une maladie rénale. Si, par exemple, je regarde les urines et que les protéines passent, les globules blancs passent, les globules rouges passent, c'est déjà une anomalie, c'est une maladie rénale. Si la créatinine augmente, c'est une maladie rénale. Mais avant 3 mois, ce n'est pas chronique. Généralement, une fois que c'est vu par un professionnel, il arrive à corriger les causes et la personne est guérie. Mais quand ça tarde et qu'on va au-delà de 3 mois, c'est une maladie rénale chronique. Et la maladie rénale chronique, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue jusqu'en 5 stades. C'est à partir du stade 3 qu'on parle d'insuffisance rénale chronique. Et c'est à partir de... Stade 4 sévère et 5 terminal, il faut la dialyse ou la transplantation. Donc nous insistons dans la sensibilisation parce qu'on s'est dit que si on voit tôt, on peut ralentir, on peut stabiliser, on peut éviter d'arriver au stade d'insuffisance rénale, voire une insuffisance rénale terminale. Et à quoi la dialyse sert justement, puisque vous en parliez tout à l'heure? C'est des questions des téléspectateurs. OK. La dialyse, en fait, c'est un moyen de remplacement de la fonction que le rein assure dans l'organisme. Le rein est là pour filtrer le sang. Lorsqu'il est incapable d'assurer ses fonctions, on dit que le rein a un travail insuffisant, insuffisance rénale. Donc, la dialyse, on utilise un générateur qui va purifier le sang. Est-ce qu'on en guérit, en fait, de l'insuffisance rénale ou quand on l'a, c'est fini? Vous voyez, tout ce que nous faisons comme sensibilisation, c'est d'éviter qu'on arrive à l'insuffisance rénale chronique. Au stade 5, notamment. Au stade 5. Maladie rénale chronique, stade 5. Il n'y a pas de retour. OK. Voilà. Une fois qu'on a l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est fini. où vous êtes dialysé à vie, Wow.
Ou Pourtant, ça Vous êtes coûte cher, la transplanté? vous dialyse. demandez si vous avez votre parent qui accepte de vous donner un rein, on vous fait une transplantation rénale pour être guéri. La transplantation, on en fait en Côte d'Ivoire maintenant? Mais bien sûr, Mais c'est hyper cher, je pense j'imagine. que Gliss, l'année passée, j'étais ici avec Cheikh Ivan. Gliss était là, à la place de Sonia. Et j'ai eu à dire l'année passée, à l'occasion de mars vers la première édition 2025, j'ai eu à dire que depuis le 24 septembre 2012, la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique noire francophone à faire la transplantation rénale. Et la répétition étant pédagogique, Voilà. c'est bien pour les téléspectateurs qui ne suivaient pas l'année dernière. On le fait désormais en Côte d'Ivoire, donc ça c'est possible, la dialyse à vie. Donc Sonia, tu as encore d'autres questions parce que je pense qu'il a répondu à la prochaine question. Oui, qui c'est était- surtout autour de l'alimentation. Est-ce que l'alimentation peut provoquer des calculs rénaux? Et quel type d'aliments manger pour aider le rein à bien fonctionner? Je ne sais pas si c'est... Ok, les aliments qui peuvent provoquer des calculs rénaux. Vous voyez, par exemple, les calculs, les cailloux qu'on trouve là, qui peuvent bloquer, obstruer les reins. On trouve des calculs calciques, phosphocalciques, calcium, phosphore, et puis aussi des calculs d'acide urique. Mais quels sont les aliments qui donnent ces calculs-là? Ce sont des aliments, ce sont les protéines. C'est-à-dire quand, par exemple, la personne mange beaucoup de viande de brousse, beaucoup de viande de bœuf, Attention. en excès. en excès. Voilà. Et ça donne ces calculs-là avec des produits laitiers en quantité. Et pendant qu'elle consomme ces protéines en quantité, l'arachide en quantité, la viande de brousse, beaucoup de vin, beaucoup d'alcool. Quand vous insistez en sur la quantité, viande de brousse, et que la personne ne boit pas assez d'eau, ne boit pas au moins 1,5 litre par jour, il va avoir une concentration pourquoi la des viande de huiles. brousse particulièrement? C'est riche en acide urique. D'accord. J'ai parlé des calculs d'acide urique. D'accord. Est-ce que du coup, ça veut dire que, question très bête, hein, est-ce qu'il y a une région plus concernée, justement? Mais de toute façon, il dit viande de brousse, ça veut dire que ceux qui mangent les chats, là, ça, c'est pas de brousse, c'est Non, de maison. viande de brousse, ça veut dire qu'il y a forcément une région qui est plus, exposée. Je ne peux pas aller dans ces considérations. Tout ce que je peux dire à la population, c'est d'avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Beaucoup de légumes, Voilà, du coup. ça dit viande les légumes, les fruits, les protéines de façon modérée, mieux le poisson, la viande blanche, surtout quand on prend de l'âge, au-delà des 40 ans. Et puis, il faut consommer au moins 1,5 litre par jour. Voilà, et il faut éviter l'excès d'alcool. Il faut éviter cela. L'excès de sucrerie aussi? Oui, mais puis les protéines, je vais vous dire quelque chose, les jeunes sont là. On parle de sucreries, les sodas, parce que c'est du sucre. Mais si votre alimentation est riche en glucides, c'est-à-dire vous mangez gros foutou, beaucoup de riz, beaucoup de couscous, beaucoup de pommes de terre, beaucoup d'igname, En fait, beaucoup de ce qu'on mange tous les jours, quoi. beaucoup de riz, beaucoup de pain, Beaucoup de beaucoup féculents. d'atiéké. Ah, le Non, vieux, beaucoup on va de plus féculents. manger. Des féculents et des céréales Qui ont en beaucoup- excès. qui ont beaucoup de... En excès, c'est du sucre. Ouais. C'est du sucre lent qui va se transformer en sucre. Vous Exactement. aurez tendance à grossir. Vous aurez tendance à avoir un taux de sucre élevé. Et si vous devenez diabétique, c'est un facteur de risque de maladie rénale. Donc, il faut faire très... Donc, il faut avoir une consommation modérée en féculents et en céréales. Modérée, légumes, des fruits, consommation vraiment bien appropriée en protéines, le poisson, la viande blanche de préférence, boire suffisamment d'eau. Un litre et demi par jour. Voilà. Et puis faire du sport. Les jeunes, tout le monde, il faut marcher, il faut courir si on peut, mais assez régulièrement. Au moins 30 à 45 minutes, 3 ou 4 fois dans la semaine. Ils le faut font. bouger. Ils le font, ne vous inquiétez Il faut pas. bouger. Il y a beaucoup qui babotent. Et comme
chacun a son régime pour la bonne santé dans cette émission. S'il y a un régime à respecter, il faut un peu de pub quand même hein, pour que ça puisse bien fonctionner. Et ce sera la dernière pour cette émission. On y va et puis on se retrouve pour conclure tout ceci. À tout de suite. Ce soir, le tout premier, c'était Félix Boni, directeur de campagne de Marie-Laure Ungoran, candidate à la présidence de l'UNJCI. Et puis le second, c'est Dr Emmanuel Adouko Ablé, sous-directeur médical et scientifique du CNPTIR. Ça va, j'y suis arrivée quand même jusqu'au bout de l'émission. Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, qui est encore avec nous. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, s'il te plaît, il faut demander au docteur Époque. C'est pour les reins, c'est comment? Je crois que je sais. Tu sais qui c'est? Est-ce que c'est dangereux pour les reins? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de... C'est une question de consommation. Et de quantité aussi. Voilà. C'est une viande qui est moins chère. Qui est doux. Le mouton rose. C'est doux qui est aussi. agréable, mais si on consomme beaucoup, ça donne beaucoup d'acide urique. Ah bah voilà. Voilà. Donc vous avez votre En réponse. toute chose, il ne faut pas exagérer. Il faut modérer. Voilà. Sonia, il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc, je disais que le 12 mars, c'est la journée mondiale pour les reins. Qu'est-ce qui est prévu comme action? Je suppose qu'il y a un dépistage gratuit comme chaque année, mais quelles sont les autres actions ouvertes au grand public? Merci beaucoup. Je voulais dire qu'au nom du professeur Akoudou Nguessan-Clément, directeur du CNPT, je voulais annoncer solennellement à la population ivoirienne que le mois de mars, dans lequel nous sommes, est décrété mars vert. Et c'est la 2e édition en Côte d'Ivoire. Et durant ce mois de mars vert, nous faisons des sensibilisations, des dépistages de masse. Les activités culminantes se regroupent autour de la journée mondiale du rein. C'est le jeudi en 15, le 2e jeudi de mars de chaque année. Et cette année, les festivités vont se dérouler dans la grande ville de Korogo, dans la région du Poro. Et le 11 mars, à la veille de la journée mondiale du rein, il y aura une formation de plus de 50 agents de santé, des médecins non néphrologues, des infirmières, des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants. Ils seront formés pour pouvoir diagnostiquer les maladies rénales chroniques, les signes des maladies rénales chroniques. On va leur montrer comment, à travers le sang, la créatinine, les urines, détecter les protéines, l'excès de, disons, les globules rouges, les globules blancs, tout ce qui est anormal qui passe dans les urines, et puis orienter vers le néphrologue. Donc, dépistage précoce, prise en charge précoce, bon pronostic. Ils seront formés. Et le jeudi 12, les autorités de la région du Poro seront là pour vraiment la grande célébration. Et il y aura des dépistages gratuits pour toute la région du Poro. Ça, c'est le Poro. Mais je veux dire, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour monsieur tout le monde? On n'a que 30 En Côte d'Ivoire, secondes. nous avons... Est-ce que tous les centres, c'est gratuit? Nous avons 18 antennes à travers toute la Côte d'Ivoire. Tous ces chefs d'antenne seront mobilisés. Ils sont prêts à recevoir à tous ceux et celles qui veulent venir pour se faire dépister Gratuitement? d'une maladie rénale. Mais la gratuité va se faire surtout pour ce mois de mars vert à Cocody, à part à Korogo, la région du Poro, ça sera à Cocody le samedi. Où ça? Au CHU de Cocody? Oui, à Cocody, au sein du complexe du CHU de Cocody, le siège du CNP. Donc tout le mois de mars? Non, le samedi 14, il y aura le 21 et puis le 28 mars. Très bien, je pense qu'il y a un site internet sur lequel on peut se rendre pour le reste des programmes. En tout cas, le site du CNPTIR notamment. Merci en tout cas beaucoup, docteur Emmanuel Adouko Ablé, d'avoir été là pour répondre à toutes ces questions. Merci de répondre chaque fois présent à l'invitation. Merci, Luc. Merci, Sonia. Merci, Sonia. Et merci à vous d'être venus.
On vous souhaite aussi un excellent mois vert. Donc finalement, je n'aurais pas porté cette tenue de couleur verte pour rien. Non. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. On a fait le tour pour ce soir. Avec la T-Band ce soir, on va s'offrir un petit flashback plus de 3 décennies en arrière dans l'histoire musicale ivoirienne avec une diva qui nous a bercé, qui continue d'ailleurs de le faire avec cet héritage musical énorme. Elle, c'est Monique Seka. C'est une chanson qui a fait beaucoup de bien à nos reins à l'époque et qui va encore faire du bien à nos reins ce soir. C'est Missoua, titre éponyme de cet album à cette époque. Donc repris par Daphné et la T-Band ce soir. On se dit à demain. Portez-vous bien. Merci. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort.